Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Et salut tout le monde, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 14, me semble-t-il, de Franchise QB. On se retrouve après cette vie hier pour le flop 10 de la semaine, les 10 moins bons quarterbacks de la semaine. Vous le savez, aujourd'hui, c'est le top 10, les 10 meilleurs quarterbacks de la semaine. Et on attaque tout de suite le top 10. Numéro 10, j'ai placé Matthew Stafford des Los Angeles Rams. Alors je vais pas vous cacher que cette semaine, le top 10, notamment le fond du top 10, a été un petit peu difficile à établir. Les performances n'étaient pas terribles. Donc j'ai quand même mis Matthew Stafford. Je vous donne ses stats. 14 sur 29, 231 yards, un touchdown, une interception. C'est pas des stats terrifiques, mais voilà, les Rams ont quand même été toujours dans le match, en tout cas une bonne partie du match. Dans le coup, il a toujours une bonne connexion avec Cooper Kupp, on a vu un petit peu Pukanakua également. Donc voilà, je trouve qu'il a pas tellement fait d'erreurs, il y a une interception qui est pas hyper coûteuse. Voilà, c'est plutôt la défense, bizarrement, qui a un peu craqué. On y reviendra, je vous spoil un petit peu. C'est la défense qui n'a pas été au rendez-vous ce coup-ci pour les Rams, mais pas grand-chose à redire sur la prestation offensive qui était correcte, sans plus. Il n'a pas un gros pourcentage de complétion, Matthew Stafford, mais voilà, c'est pas lui qui coûte le match. Il aurait peut-être fallu en effet élever un petit peu le niveau de jeu euh, pour permettre à ces Rams de s'imposer dans ce match où ils affrontaient un adversaire qui était prenable, les Steelers. On continue. Numéro 9 et numéro 9, j'ai placé Tyson Bagent, le quarterback de Chicago. Alors, au niveau des stats, c'est pareil. Alors, lui, il est à 21 sur 29, 162 yards, donc c'est pas un gros total de passes. Ils ont énormément couru les Bears sur ce match. Il finit quand même par lancer un touchdown. Mais j'ai trouvé qu'il était au niveau de ce qu'on attend d'un quarterback, on va dire, remplaçant. Voilà, c'est que à minima, il ne fasse pas perdre le match. Et derrière, c'est les Riders qui ont été complètement à la ramasse. On a parlé de Brian Hoyer hier, qui était numéro 1 du flop 10. Donc c'est plutôt l'attaque des Riders et donc la défense des Bears qui a été au rendez-vous sur ce match-là. Mais voilà, c'était un match plus ou moins à 50-50, ça pouvait tourner dans un sens ou l'autre, et finalement ils l'ont gagné ce match-là. Et Tyson Bagent, qui n'avait pas fait une mauvaise performance quand il était rentré en cours de match face aux Vikings, et ben ici encore, il fait pas perdre le match, il fait son petit match de quarterback remplaçant. Et franchement, voilà, j'ai trouvé relativement convaincant. On ne sait pas tellement combien de temps, parce que Justin Fields, on parlait injury reserve ou pas, opération ou pas. Il a un problème au pouce, il s'était retourné le pouce. C'est sa main de lancer, donc il a un problème de grip, si vous voulez, pour tenir le ballon. C'est pas facile quand on est quarterback, c'est quand même problématique. Je pense quand même que quand il reviendra, Justin Fields il devra avoir sa chance pour vraiment montrer qu'il est numéro 1 et montrer qu'il est le franchise QB de cette équipe, parce que les Bears ils vont arriver avec un voire deux hauts choix à la draft l'année prochaine, puisqu'ils auront le leur. Pour l'instant ils sont à 2 victoires et 5 défaites, donc le leur est assez haut, il est dans le top 5 il me semble. Et puis ils ont celui des Panthers, les Panthers qui n'ont toujours pas gagné un match, donc pour l'instant les Bears ont le premier choix de la draft. Donc le moment venu se posera la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a Justin Fields? Est-ce que, bon, Tyson Bagent, il a fait un bon match ici, mais Frances Kubi, on va attendre un petit peu quand même. Est-ce qu'on a notre quarterback? Est-ce qu'on part dans une autre direction? Ou alors est-ce qu'on prend un quarterback? On sait qu'il y en a deux de bon niveau qui arrivent, même si le rapport de force commence un tout petit peu à s'inverser. On parlera de la draft. Mais c'était assez établi qu'on aurait un numéro 1 absolu l'année prochaine. Et finalement, on se rend compte que ce numéro 1, Caleb Williams, dans les grands matchs, il est un peu en dessous. Et puis en plus, il a des déclarations qui font que sa cote pourrait baisser un petit peu. Donc bon, on en reparlera. En tout cas, pour ce qui est des Bears, euh, voilà, la question va se poser certainement en fin de saison. Et donc ce genre de performance, même ici c'est du quarterback remplaçant, permettent quand même de donner des éléments de réponse. Donc un match correct, il a fait ce qu'on attendait de lui. Euh,
Badgen dans ce match, il n'a pas fait trop d'erreurs, aucune interception, il se fait saquer une fois, pas de fumble. Donc voilà, franchement, match correct et un joueur à suivre. Numéro 8 du flop 10, j'ai placé, du top 10, pardon, j'ai ripé, je fais un lapsus, vous allez comprendre pourquoi. Je pense que c'est la première fois qu'il est dans le top 10 de la semaine. J'ai placé donc Kenny Pickett. Et oui, Kenny Pickett qui, je sais pas, a eu un élan retrouvé. On disait cette attaque des Steelers fait peine à voir. Bon, et bien ici, non, il y a eu la réussite. 17 sur 25, 230 yards. C'est pas encore hallucinant, pas de touchdown lancé. Mais voilà, petit à petit, en tout cas, c'est beaucoup moins triste parce que cette attaque des Steelers depuis le début de saison, c'était l'adjectif, je pense. C'était triste, même s'ils étaient à 3 victoires pour 2 défaites avant ce match, parce qu'ils avaient leur semaine de repos en semaine 6. En tout cas, l'attaque faisait toujours peine à voir. Et ici, eh ben, l'attaque a été plutôt correcte. Et le retour de Deontay Johnson a fait beaucoup de bien. Il y a 2 cibles établies maintenant pour Kenny Pickett. Il a toujours sa connexion avec George Pickens. Il a donc Deontay Johnson qui apporte une cible supplémentaire. On espère que Pat Freiermuth, je crois qu'il est sur une jury réserve, ou en tout cas, il n'est pas en grande forme. S'il revient, ça peut faire peut-être une cible supplémentaire, une soupape de sécurité, comme on dit, pour un quarterback sophomore, c'est quand même assez important. Mais voilà, en tout cas, belle performance de Kenny Pickett cette semaine et voilà, l'attaque des Steelers un petit peu retrouvée. Numéro 7, j'ai placé Gardner Minshew. Gardner Minshew, il y a un match un petit peu curieux, on va le dire, parce que, alors je vous donne ses stats, il a 15 sur 23, 305 yards, 2 touchdowns à la passe, une interception, 2 touchdowns à la course. Et quel touchdown, franchement, c'est pas juste des touches-pouches à 1 yard de la ligne. Hein. Non, il a vraiment fait des belles courses. Donc 2 touchdowns à la course. Et à côté de ça, quand même, 3 fumbles perdus. Donc, c'est sûr que le bilan est quand même assez mitigé. Mais quand même, cette attaque des Colts place 38 points, passe 38 points à la défense des Browns, qui était considérée comme peut-être la meilleure défense de ligue ou l'une des meilleures défenses de ligue. Il y avait aussi celle de San Francisco qui était solide, celle des Eagles. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'était en top 3 ou 5 des meilleures défenses de la ligue. Voilà, il leur passe quand même 38 points. On va revenir brièvement, moi je voudrais revenir quand même sur cette fin de match. Et la NFL l'a admis, je crois d'ailleurs, c'est un vol. Voilà. Pour moi, c'est le vol de la saison. Les Colts doivent gagner ce match. Il y a 2 pénalités absurdes qui sont appelées en toute fin de match et qui finalement redonnent le ballon aux Browns qui du coup s'imposent alors que les Colts auraient dû gagner 100 fois ce match. Voilà, la NFL a admis que c'était 2 erreurs. Donc, non, il n'y a pas à dire. Voilà, c'est un vol absolu. Et donc, oui, voilà, je l'ai mis là, il a perdu, mais il aurait dû gagner quand même. Bon, à la fin, on se rappellera juste que voilà, le résultat du match et ce qui compte dans le bilan, c'est ça. Mais en tout cas, belle performance après sa performance un peu cata la semaine dernière face à Jacksonville. Voilà, il commet encore toujours un peu des erreurs, mais en tout cas, cette attaque, elle score. C'est ce qu'on demande quand même, principalement une attaque et un quarterback. On continue. Numéro 6, j'étais en train de compter du top de la semaine, j'ai placé Jalen Hurts. Et oui, après sa prestation compliquée la semaine dernière face aux Jets, ici il affrontait un adversaire de taille avec les Miami Dolphins. On a parlé hier, les Dolphins qui ont perdu les 2 gros matchs qu'ils avaient joués cette année. Ici, Jalen Hurts a été tout en maîtrise. J'ai trouvé le play call un petit peu conservateur au début du match. Notamment, il y a une 3e et goal, je sais plus, on est à 6-7 yards de la ligne. Et on appelle un QB draw qui est mal exécuté en plus. Donc QB draw, c'est quoi? C'est le quarterback qui récupère le ballon, qui est en position de shotgun et qui attend un petit peu en mode je vais passer, et il file. Ça dure 1 ou 2 secondes. Hein. Il fait semblant de regarder et il file tout droit. C'est très mal amené, il file dans un mur en fait. Voilà, j'ai trouvé ça un peu conservateur quand même d'appeler un QB draw
en troisième et goal comme ça à 6-7 yards de ligne. Et derrière, par contre, ça a été un peu l'inverse. En deuxième mi-temps, notamment dans le quatrième quart, on appelle 2 touche-touche. Vous savez, touche-touche, ça fait un moment que je vous en parle. C'est quoi? C'est cette espèce de grosse mêlée là, en quatrième. On fait pas non seulement un QB sneak, mais on pousse le quarterback vraiment pour aller gagner le tout petit yard qui manque, ou même moins d'un yard. Et ben ils en appellent 2 en quatrième tentative dans leur camp, dans le quatrième quart-temps. Et donc ça, voilà, c'était quand même courageux, même s'ils le réalisent très bien, ils n'étaient pas à l'abri quand même de le rater. Hein. Euh, voilà, donc j'ai trouvé, et à côté de ça, Jalen Hurts, voilà, très bon, très serein, il distribue, bonne connexion avec Dallas Goedert en début de match, avec AJ Brown un peu plus tard. On attend quand même toujours un petit peu plus de Donta Smith parce que c'est pas encore ça cette saison comparé à l'année dernière. Si on compare aux Dolphins, si vous voulez, Tyreek Hill est excellent, Jalen Waddle est très bon. Ici, si on compare, on a AJ Brown qui est excellent et Devonta Smith un petit peu plus compliqué. Mais lui a été assez serein. Il y avait encore 17 partout au milieu du troisième quart, il me semble. Et derrière, et ben voilà, l'attaque a pris le dessus et Philadelphie s'est imposé. Ils auraient même pu s'imposer un petit peu plus largement. Je reviens dessus parce que, et je vais pas cesser de vous en parler. Hein. En fin de match, il y a une course de Swift, pas Taylor Swift, hein, l'autre. Euh, il y a une course de Swift où il peut pratiquement aller au touchdown. Bon, il est retenu ou alors il tombe, on ne sait pas trop, un peu volontairement. Et ça se finit derrière en ce qu'on appelle le kneel down, hein, c'est-à-dire le QB qui met le genou au sol, parce que le match est fini et même si on arrête le chronomètre, voilà, le temps va tourner et va arriver à zéro. J'en parle parce que j'ai un copain qui a perdu à cause de ce kneel down. Ça compte comme des yards à la course en retrait pour le quarterback. Il a perdu en fantasy de 0,2 ou 3 points à cause de ça. Je parle pas, je sais bien que la NFL se fout un peu de la fantasy, mais moi je trouve toujours ce truc complètement absurde. Complètement absurde. Enfin, franchement, on a un jeu qui permet en gros que il y a 2 minutes à la fin du match où on s'en fout. On joue même pas. Alors on a peur des blessures peut-être, mais là le match il est plié, 2 possessions d'écart, faites rentrer les remplaçants, c'est pas grave. Moi j'imposerai un truc, je l'ai déjà dit et je vais le redire et le redire et le redire, même si certainement la NFL s'en fout de mon petit avis là-dessus, je le donne quand même. Pour moi, dans les 2 dernières minutes de chaque mi-temps, après le 2-minute warning, si l'attaque n'a pas progressé, disons d'au moins un yard, après ça peut être défini, et ben pour moi on devrait arrêter le chronomètre. On devrait arrêter le chronomètre, ce qui permettrait d'éviter cette absurdité de kneel down où voilà, on a juste, ça dépend des cas, hein, mais 40 secondes, 1 minute 20, 2 minutes qui servent à rien. Voilà, on met le genou au sol, le match est fini. Bah non, jouez, bon sang. Et on a peur des blessures, bah faites rentrer les remplaçants. Je suis sûr, vous demandez à n'importe quel remplaçant qui a peu de temps de jeu, est-ce que tu préfères jouer et risquer de te blesser ou qu'on mette fin au match, il va dire je préfère jouer et risquer la blessure. Ils le savent les joueurs qui risquent la blessure, ils jouent au football. Je veux dire, si tu veux pas te blesser, tu vas jouer au soccer, quoi. Mais donc, je charrie un petit peu, hein, j'aime le soccer aussi, hein, mais bon, voilà, je charrie un petit peu. Et ben, faites jouer les remplaçants si c'est du garbage time et que le match est plié. Mais n'arrêtez pas le jeu, c'est dommage. Enfin, je trouve ça d'un triste, moi. Pour moi, c'est la pire règle de toute l'histoire du sport, tout sport confondu. Je trouve ça une aberration, que c'est juste complètement antisportif. Voilà. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, j'ai déjà eu le débat avec plusieurs personnes. Certains m'ont dit if it ain't broken, don't fix it. Hein, si c'est pas cassé, le, le répare pas. Moi je considère que it is broken. Hein, c'est cassé. C'est absurde ce jeu-là. Bref, j'en reviens à Jalen Hurts qui a fait un très bon match. Bravo à lui. Les Eagles sont repartis de l'avant. La défense était au rendez-vous. Petite quand même nuance dans ce que j'ai dit. On parlait de l'arbitrage sur les Colts. L'arbitrage n'a pas été très bon ici non plus. Hein. Aucune pénalité sifflée contre les Eagles. Pourtant, on voit bien, il y a plusieurs trucs qui ont été mis en avant, notamment des holdings assez évidents, des mains à la grille aussi, des face masks qui n'ont pas été sifflés. On ne découvre pas que les zèbres en NFL, c'est une catastrophe absolue. C'est pareil chaque semaine. Donc, écoutez,
tant qu'on ne professionnalisera pas ces arbitres, oui, puisque je rappelle, une ligue qui brasse plusieurs centaines de millions de dollars n'est pas capable d'engager une professionnalisation des arbitres. Les arbitres sont des amateurs, ils ont un autre boulot à côté. Je trouve ça dingue. Mais bref, c'est comme ça. En tout cas, je pense pas que ça aurait changé grand-chose, mais bon match de Jalen Hurts et bravo lui. On continue, numéro 5. Numéro 5 de ce top 10 de la semaine, j'ai placé Trevor Lawrence. Trevor Lawrence qui jouait face aux Saints, c'était le Thursday. Je vais y arriver, le prof d'anglais qui ne sait pas parler anglais. Thursday Night Football, jeudi soir donc contre les Saints. 20 sur 29, 204 yards, un touchdown pour Trevor Lawrence, que j'ai trouvé serein et dominateur. À l'inverse de Derek Carr dont on a parlé hier, et ben lui, il mène sa petite attaque. Les Jaguars sont largement favoris de cette division. Si ça continue comme ça, ils sont sur vraiment une bonne dynamique. Il y a eu le match de Londres face aux Falcons, le match encore de Londres face aux Bills qui ont été remportés, la raclée la semaine dernière infligée aux Colts. Et cette semaine, le match était un petit peu plus serré, en tout cas au niveau du score, mais on n'a jamais senti ces Jaguars vraiment en difficulté. D'ailleurs, Trevor Lawrence n'a pas été saqué, et c'est à souligner parce que la défense des Saints, c'est quand même quelque chose. Il a fait un match serein. Christian Kirk, ça fonctionne toujours bien. Calvin Ridley, c'est un peu sur point alternatif, mais bon, ça va. Belle connexion avec son tight end également. Donc, franchement, encore un bon match de Trevor Lawrence qui mérite sa place dans le top 5 cette semaine. Numéro 4, j'ai placé, attention, roulement de tambour, Mac Jones. Est-ce que c'est la renaissance de Mac Jones cette semaine ? On en avait beaucoup parlé, on l'a souvent vu dans le flop ces dernières semaines. Je m'étais même demandé à un moment, est-ce que c'est sa dernière danse ? C'est-à-dire, est-ce que c'est son dernier match ? Est-ce qu'il va être remplacé ? On avait vu Billy Zappi, on avait un tout petit peu vu Mike Cunningham. Et là, surprise générale, c'est la NFL. Les matchs de division, victoire face aux Bills. Alors, on a parlé des Bills hier, mais là, Mac Jones, franchement, 25 sur 30, 2 touchdowns. Il se fait saquer qu'une seule fois pour une perte de 4 yards. Pas de fumble, pas de perte de balle. Donc, franchement, et il mène ce dernier drive en fin de match où il trouve son tight end pour la victoire dans la end zone. C'était Gesicki, je crois, qu'on n'avait pas encore beaucoup vu cette saison, qui était arrivé de Miami, Mike Gesicki. Franchement, là, Mac Jones, c'est un peu ce qu'on attend du côté des Patriots de Mac Jones. Alors, peut-être pas chaque semaine, on ne s'attendait certainement pas à cette victoire contre les Bills, mais c'est ce qu'il est capable de faire. J'en avais parlé dans mon émission de preview au mois d'août, là, quand j'avais fait le Power Ranking. J'avais dit, attention, Mac Jones, il avait fait une très bonne saison rookie. Il avait été en playoff pour sa saison rookie. Ils avaient perdu face aux Bills, qui avaient fait un match parfait, c'est-à-dire ils avaient marqué des touchdowns sur tout leur drive. Et Mac Jones, ça avait été le meilleur rookie en 2021, maintenant je crois, oui. 2021, il a été meilleur que Trevor Lawrence, meilleur que Zach Wilson, c'était pas compliqué. Il avait fait une très bonne saison rookie, et là, on retrouve un peu dans cette dynamique-là. Depuis le début de saison, il était plutôt dans la dynamique de l'année dernière, et voire un petit peu plus bas. On commençait vraiment à se poser des questions, et là, on commence à voir un peu des receveurs rookies se mettre en valeur. On sait que le groupe de receveurs, ça peut poser problème du côté de Boston, et donc les New Patriots qui jouent à Boston. Et voilà, là on l'a vraiment retrouvé. Alors si on arrive à faire ça face à un rival de division qui théoriquement est au-dessus, et ben dans des matchs a priori un petit peu plus serrés au niveau de l'affrontement, il doit être capable de reproduire ce genre de prestations, et ça va que entraîner un bilan positif du côté des Patriots. Très bon match de Mac Jones. Numéro 3 de ce top 10 de la semaine, j'ai placé Kirk Cousins. Et encore une surprise, parce qu'on ne donnait pas cher de la peau de ces pauvres Vikings qui affrontaient les Niners et qui étaient privés de leur receveur principal, Justin Jefferson, qui est toujours blessé sur la liste des blessés, l'injury reserve. Et finalement, très très bon match de la part de Kirk Cousins, 35 sur 45, 378 yards, 2 touchdowns, une interception, 0 sac.
Et c'est ça que j'ai trouvé le plus impressionnant chez Kirk Cousins dans ce match. Il a dégagé une impression de sérénité tout le match. Il affrontait l'une des meilleures défenses de la ligue, hein, j'en ai déjà parlé, les Niners. Et bah alors, dans sa poche, et puis de temps en temps, il faisait les 2-3 petits pas pour dégager la pression qui arrivait de l'intérieur et se remettre en position en avançant pour pouvoir armer son lancer. Jordan Edison a été monstrueux, le rookie, au poste de receveur. Il montre que ça peut être un vrai duo supersonique avec Justin Jefferson quand il reviendra. Hawkinson, le tight end, a été trouvé de nombreuses fois également. Franchement, quand l'attaque des Vikings est comme ça, quand la défense fait pas trop de bêtises de l'autre côté, et bah finalement ils sont là, ces Vikings. Alors, leur bilan, est-ce qu'il est à 3 victoires pour 4 défaites? Donc on verra. Hein, bon, la division, ça va peut-être être compliqué. Il y a les Lions qui carburent, mais les Lions ont un coup de mou cette semaine. Les Packers, c'est pas ça avec Jordan Love, malheureusement. Et les Bears, bon, encore un petit peu loin, malgré des progrès. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à aller chercher du côté de ces Vikings. Donc, on verra. En tout cas, belle upset, hein, comme on dit, belle surprise. Et très belle performance de Kirk Cousins. Numéro 2, j'ai placé Patrick Mahomes parce que mine de rien, on n'a pas tant parlé que ça parce qu'en fait, il nous a habitués. Il nous a habitués à l'excellence, Patrick Mahomes. Donc en fait, quand on le voit faire ce genre de performance, on se dit ouais, bah, c'est normal, il est dans ses standards. Il donne quand même ses stats. 32 sur 42, tenez-vous bien, 424 yards à la passe, il en rajoute 29 à la course, 4 touchdowns, une interception, il se fait saquer qu'une seule fois. La connexion avec Travis Kelce a été absolument monstrueuse. Il finit à plus, je sais pas, 150 yards ou quelque chose comme ça. Travis Kelce, à un moment, on voyait que lui, quoi. On a vu un peu le rookie Rice également. Donc voilà, bah, en fait, oui, ça paraît normal parce que c'est Patrick Mahomes, mais mettez n'importe quel autre tight end avec ce groupe de, pardon, autre quarterback, lapsus, autre quarterback avec ce groupe de receveurs là, et s'il fait 424 yards, on le met numéro 1 de la semaine de base. Donc non, c'est pas banalisé, c'est pas parce que c'est Patrick Mahomes que c'est banal. Non, c'est une très très bonne performance. Et cette attaque des Chiefs qui était un peu en mode diesel depuis le début de la saison, bah, mine de rien, ils sont en 6 victoires. Hein. 6 victoires, ils avaient perdu le premier match contre les Lions et depuis, ils font que gagner. Donc voilà, ils rejouent les Broncos cette semaine. Ils s'étaient imposés malgré une performance un peu moindre en attaque que la semaine dernière, enfin il y a 15 jours. Euh, et ici, bah, encore une fois, hein, le rival de division a été largement dominé et il se dirige tranquillement vers la tête de l'AFC West à minima, peut-être de l'AFC tout court. On continue et on va donner le top 1 de cette semaine parce que Patrick Mahomes a fait une prestation exceptionnelle, mais franchement, il y a un quarterback, je pense, qui fait peu de débat sur le fait que c'est le meilleur quarterback cette semaine et c'est Lamar Jackson. Lamar Jackson, 21 sur 27, 357 yards, 3 touchdowns. Il en ajoute 36 à la course pour un touchdown. Il a quand même fait un fumble perdu, pas d'interception. Quand il joue comme ça, il est absolument injouable. Il est absolument injouable. Ça rappelle son année MVP parce que certains disent ouais, c'est un mec qui fait que courir, c'est nul. Et franchement, quand il lance comme ça, alors on avait vu contre les Titans, ça avait été un petit peu compliqué parce que et contre les Steelers aussi, quand ils ont perdu, il y avait beaucoup de drops de la part des receveurs, c'est-à-dire de ballons relâchés. Mais là, ils ont tous été assez bons. Il n'y en a aucun qui a été sensationnel, mais tous ont été très bons. Zay Flower, Beckham, Mark Andrews, le Tiden, et puis, comment il s'appelle, Agolor. On les a tous vus un petit peu par-ci, par-là. Je fais une bonne réception, je fais une course après réception, je marque un touchdown. Et puis, bah voilà, Jackson, quand il est comme ça, il n'a pas été saqué une seule fois. La ligne offensive a été très très bonne. C'est à souligner parce que ça n'a pas toujours été le cas cette saison du côté des Ravens, excusez-moi. Et donc, voilà, il a fait un super match. Quand il joue comme ça, franchement, pour moi, il est en mode MVP. On n'en est pas encore là parce qu'il y a des très bons joueurs, que ce soit en attaque, que ce soit au niveau du poste de quarterback. On a parlé déjà de Tagovailoa, de Patrick Mahomes qui, mine de rien, est toujours là. Au niveau des receveurs, Tyreek Hill, on se pose la question, même si en général c'est toujours un QB, mais
pour l'instant, le favori au poste de MVP, pour avoir le titre de MVP, pour moi, ça reste Christian McCaffrey, le running back des San Francisco 49ers. Mais Lamar, s'il fait que ce genre de performance-là toutes les semaines, vous allez voir qu'il va revenir dans la discussion. Hein. Parce que mine de rien, ces Ravens, ils sont à 5 victoires. Ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils sont bien partis pour remporter leur division. Alors ça va dépendre de beaucoup de choses, parce que les Browns, mine de rien, ils sont toujours là au niveau du bilan. Les Steelers, ils ont, je rappelle, jamais eu une saison en négatif depuis que Mike Tomlin est leur coach. Et là, vous voyez, ils ont gagné cette semaine, donc on commence à les revoir pointer le bout de leur nez, excusez-moi. Les Bengals, évidemment, qui étaient les grands favoris au début de saison pour cette division, et Joe Burrow, il revient, il semble être moins gêné par sa blessure à la cheville. Il a une meilleure mobilité, il trouve mieux ses receveurs, ils sortent d'une semaine bye en plus, donc la semaine prochaine, les Bengals ils ont un match très important, enfin ce week-end là qui arrive contre San Francisco à nouveau. Brock Purdy est en protocole commotion à l'heure où je parle, on saura dimanche s'il joue ou non. On va avoir enfin la réponse à cette fameuse question du n'importe qui ferait aussi bien dans le système offensif de San Francisco. Parce que si c'est Sam Darnold, pour moi, les Bengals deviennent pas loin d'être favoris de ce match-là. Peut-être pas favoris, mais pas loin. Franchement, c'est quasiment au moins 50-50 si Sam Darnold est le quarterback des Niners. Donc, les Bengals vont avoir un match très important. Et s'ils le perdent, peut-être que on va commencer à dire, OK, la division, elle va être pour les Ravens, quoi. Donc, je reviens à Lamar Jackson. Superbe match, superbe performance. Et si ça continue comme ça, attention, petit outsider qui monte dans la course au MVP. On n'en est pas là, c'est qu'un match, mais franchement, ce match-là, absolument impeccable, rien à redire. Je vous fais le récapitulatif avant de se laisser du top 10 de la semaine. Numéro 10, Matthew Stafford des Los Angeles Rams. Numéro 9, Tyson Bagent des Chicago Bears. Numéro 8, Kenny Pickett pour les Steelers de Pittsburgh. Numéro 7, Gardner Minshew des Colts d'Indianapolis. Numéro 6, Jalen Hurts pour les Eagles de Philadelphie. Numéro 5, Trevor Lawrence pour les Jaguars. Numéro 4, Mac Jones, la surprise pour les Patriots. Numéro 3, Kirk Cousins pour les Vikings. Numéro 2, Patrick Mahomes des Chiefs. Et numéro 1 de la semaine, j'ai mis Lamar Jackson des Ravens. Et c'est comme ça qu'on va se quitter et qu'on va mettre fin à ce 14e, si je ne dis pas de bêtises, épisode de Franchise QB. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas comme d'habitude à donner vos commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous voulez venir avec moi participer à un épisode. Je ferais ça super chouette. J'ai reçu des fans des Vikings, des Chargers, des Patriots notamment. Toutes les équipes sont bienvenues. Même si vous êtes supporter des Rams, je vous accueille. Et pourtant, je suis fan d'Arizona. Donc voilà, n'hésitez pas à venir participer. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour le flop 10 et le top 10 de la semaine. On en sera à la semaine 8, il me semble. Oui, semaine 8 de NFL. Soyez vigilants, il va y avoir des trades dans les jours à venir. La date limite pour les échanges, les transferts arrive. Ce sera la semaine 8, la date limite. Donc, il va y avoir quelques échanges. Moi, on m'a dit certaines choses du côté des Cardinals qui m'ont un petit peu inquiété. On m'a dit, ouais, on va essayer de récupérer Buda Baker. J'espère pas. Mais en tout cas, il va y avoir des échanges. Je pense peut-être pas au poste de quarterback, mais on ne sait jamais. En tout cas, soyez vigilants. Il va y avoir du changement dans les jours à venir au niveau de la NFL et au niveau des effectifs. Merci à tous de m'avoir suivi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Franchise QB. Salut, bye bye.